64 minutes, Le Monde en français, place à notre grand angle. Un quotidien français l'a un jour baptisé la personnalité du culte. De fait, il fut pendant des années en charge du culte musulman pour le ministère de l'Intérieur. Bonsoir Bernard Godard, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre, La question musulmane en France. C'est publié aux éditions Fayard. Un état des lieux, disons-le, sans concession. Le titre de votre livre est d'ailleurs bien trouvé. On aurait presque tendance à penser que la question musulmane, Bernard Godard, efface toutes les autres en France. Comment l'expliquez-vous? Parce que c'est un moment, ça s'est monté en croissance. D'abord, dans un premier temps, il y avait est-ce que l'islam est sauvé dans la République jusqu'en 2006-2007? Et là, c'était on était sur les marges de l'islam, l'islamisme qui posait problème, la violence, les questions du terrorisme. Et puis en 2006, on a passé un palier qui était celui de l'islam. C'est plus l'islamisme qui pose problème, c'est l'islam. Et ça a été pris en otage par des partis politiques en particulier, qui en ont fait en regard de l'identité nationale. Il y avait face à l'identité nationale la question. Donc il y a une construction de la question musulmane. C'est pas la question, j'aurais dû mettre la construction de la question musulmane, mais bon. La construction de la question musulmane, en tous les cas, vous développez dans cet ouvrage un certain nombre de points qui sont le signe d'une évolution récente de l'islam en France, en particulier en Europe et en particulier en France, avec notamment la question de la viande halal qui revient dans le débat parfois, celle du salafisme, sur laquelle on va revenir. Mais d'abord, peut-être, est-ce que vous avez des chiffres sur les fidèles musulmans, sur les musulmans qui pratiquent en France? Alors, jusqu'à une époque récente, mais on parlait de 5 millions, 6 millions, peut-être 6 millions, peut-être. Mais ça veut dire quoi? Ça veut tout dire, ça veut rien dire. C'est des gens qui ont une culture musulmane à l'origine, qui sont nés dans des milieux musulmans, mais ça ne nous renseigne pas vraiment sur la pratique, sur quels sont ces musulmans qui pratiquent. Alors, il y a eu des enquêtes, je vais en retenir une, celle de l'INED et l'INSEE, qui retient à peu près autour de 2 millions. Alors, bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire 2 millions de gens qui se déclarent musulmans pratiquants. Donc, ensuite, ils vont à la mosquée régulièrement, Voilà, ou qui même pas, qui pratiquent le ramadan, qui mangent de la viande halal, etc. Et puis vous avez le chiffre le plus bas qui est celui comme que vous comparez sociologiquement avec d'autres religions, par exemple comme le catholicisme, la pratique habituelle de la prière du vendredi à la mosquée. Alors là, vous baissez encore un petit peu, on est entre 15 et 20%. Voilà. Alors l'islam est devenu, dites-vous, un refuge identitaire. Bernard Godard, expliquez-nous, un refuge identitaire. Alors, c'est un refuge identitaire, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un refuge identitaire dans le sens où on est dans une dimension religieuse, parce que la religion, ça recouvre beaucoup de réalités, dans une dimension plus identitaire, c'est-à-dire que le rapport à la foi est là. Il ne faut pas le lier, le fidéisme, comme on appelle, la religiosité, etc. Mais c'est pas ça. Si vous voulez, c'est moi, mon identité, c'est celle d'être musulman. Donc on va aller rechercher des marqueurs, en plus de cette religiosité, qui est une religiosité des fois du fort intérieur, qui n'a pas besoin de s'exprimer publiquement, mais on va rechercher des marques. Or, par exemple, c'est la volonté de se démarquer, le mot est un peu fort, de s'afficher vis-à-vis d'une reste de communauté, de communauté nationale, disons de l'ensemble de la population. Et c'est par exemple par le vêtement, c'est par la nourriture. Alors c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose qui vient forcément des pays musulmans eux-mêmes. C'est une identité qui s'acquiert dans la minorité et dans un monde, le monde occidental, qui est un monde plutôt démocratique, etc., très sécularisé. Donc effectivement, ça peut poser des questions de frottement, parce que tout d'un coup, cette affirmation identitaire, mais alors certains vont vous dire, écoutez, il n'y a pas plus volonté de s'ancrer dans le pays que de réclamer du foie gras halal. Alors c'est une manière, je garde mon identité musulmane, mais en même temps, je veux manger du foie gras. Vous voyez. Donc c'est entre les deux, c'est pas du domaine pur de la religiosité, mais c'est un des éléments de la religion. Justement, Bernard Godard, une des phrases, un des constats qu'on entend très souvent de la part des politiques, souvent de bonne foi d'ailleurs, mais pas toujours peut-être, c'est d'expliquer les dysfonctionnements qu'il y a avec l'islam ou la question islamique que vous disiez, par le fait que, soi-disant, l'islam serait un phénomène nouveau, un nouveau venu, un peu inconnu pour la République, un peu incongru, et donc il lui faut du temps pour s'acclimater. Or, quand on connaît l'histoire de France,
l'islam fait partie du territoire de la République depuis au moins 1848 avec la Deuxième République. L'islam, au point qu'au début du XXe siècle, la République se flattait d'être une puissance islamique. D'où vient cette dénégation, cette occultation de l'histoire nationale? Parce que auparavant, les musulmans, effectivement, étaient dans d'autres pays. Alors, il faut rappeler quand même qu'il y avait les colonies, normal, bon, le Maroc, la Tunisie, le Liban, etc. Ce qui n'était pas le cas de l'Algérie, qui était un morceau de la République. J'y viens, puisque l'Algérie, c'était la République, mais il y avait le statut de l'indigénat. Donc déjà, par rapport à l'islam, on avait défini une place particulière. Jusqu'en 1870, disons que, bon, il y a eu un effort de conversion. Hein, le cardinal Lavigerie, les Pères Blancs, etc. Et puis la Troisième République a dit stop. Hein, vous ne convertissez plus. D'abord, ils restent dans leur religion, les musulmans restent dans leur religion, et en même temps, si vous voulez, on va offrir un statut particulier à des gens. Vous ne pourrez pas être citoyen, mais si vous gardez votre religion, ce qui est quelque chose de complètement nouveau. Quand les gens viennent en France, et il y avait même des gens indigénophiles, c'est-à-dire qu'il y avait un mouvement indigénophile. Et je cite dans le livre le cas finalement de Lyautey, qui était quelqu'un de très indigénophile, mais qui effectivement n'entendait pas comme ça. Maurras, au moment de l'inauguration de la mosquée de Paris, dit oui, mais c'est très bien, c'est vrai qu'il faut. Il était comme Lyautey, il n'est pas indigénophile, n'allons pas jusque-là. Mais c'est pas quelqu'un qui avait, si vous voulez, un sentiment négatif vis-à-vis des populations musulmanes. Mais il a dit, mais là, là, ça va pas. Un établissement musulman sur la montagne Sainte-Geneviève, là, ça va plus du tout. On dépasse la ligne rouge. Donc, vous voyez, c'est déjà donc, c'est la République qui a assigné les musulmans, les sujets musulmans, à leur identité religieuse pour la présenter comme un obstacle à leur citoyenneté. Absolument, absolument. Alors, il y avait des aspects juridiques qui, normalement, permettaient aux musulmans de quitter un petit peu leur état, pas confessionnel, mais leur état de musulman, leur statut, pour rentrer. Mais c'était très très difficile et beaucoup d'embûches et beaucoup de règles étaient fixées avant qu'on puisse passer. Alors Bernard Godard, revenons si vous le voulez bien donc à notre époque et donc à cette question, l'islam est-il devenu d'une certaine manière une sorte de rupture sociale dans la société ? Alors là, c'est peut-être pas l'islam, non, parce que je traite en première partie de l'aspect confessionnel. Ouais. Alors il y a un paradoxe, c'est que vous avez, disons, ce qu'on appelle le mouvement des frères musulmans, la mouvance que j'appelle plus largement la mouvance frériste, qui effectivement était perçue comme le vrai danger, puisque c'est l'islamisme, ça va être un phénomène de rupture de lien social, etc. Ils vont nous apporter un islam de rupture. Et finalement, c'est au moment où il se normalise, en quelque sorte, hein, dans les années 2000, que existait plus ou moins de manière latente. Alors là, fait irruption de manière beaucoup plus visible une autre tendance qui est le salafisme, qui lui est le propre de gens plus jeunes, français, ou issus de l'immigration ou convertis, qui eux disent « Oh ben non, nous, la citoyenneté, le fait d'être intégré en France ou pas, c'est pas notre problème, on est français. Hein, on n'a pas. En revanche, nous, on veut effectivement rejoindre une religiosité plus exigeante, plus ferme, et l'islam exerce effectivement une attraction là-dessus. Mais comment s'est opéré ce glissement vers le salafisme ? Il y a parfois des fidèles qui refusent les voies aussi possibles, justement, d'un islam qui composerait avec la société, avec l'environnement dans lequel vous parliez tout à l'heure avec un peu ironie du foie gras, etc. Qui sont d'ailleurs ces jeunes que vous évoquez et comment s'est opéré ce glissement ? Alors ces jeunes, en général, d'après ce que j'en sais, ils n'aiment pas forcément beaucoup le foie gras, c'est pas que ce soit leur affaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont dans une phase d'adhésion, de religiosité, d'adhésion à une religion qui n'a pas du tout les formes qu'on connaissait auparavant. C'est-à-dire, bon voilà, peut-être que, alors là, c'est un long sujet, pour savoir est-ce que l'islam, pourquoi le salafisme exerce une telle attraction ? Parce qu'il est absolutiste, il est totalitaire, et effectivement, il offre un certain nombre de solutions à des gens, la quête de sens, je ne vais pas développer là-dessus, mais pour des gens qui sont en quête de sens, effectivement, une solution est totalitaire. Mais le danger peut-être le plus terrible, c'est ce qu'on ne signale peut-être pas assez, c'est le fait qu'il donne un accès direct à des gens, il donne l'illusion d'un accès direct à une parole et à un dogme au travers des hadiths, c'est-à-dire des paroles du prophète. Et donc il y en a quelques-uns, quelques bricoleurs, des jeunes qui sont devenus assez doués d'ailleurs, qui manipulent, si vous voulez, tout ce corpus le corpus de hadiths qui est utilisé, qui est relativement pauvre par le mouvement salafiste. Et on leur dit, voilà, l'exemple c'est de la création du départ, la hijra du prophète à Médine, et puis il y a 200 ans.
temps. Après, ça n'existe plus. Après, tout ce qui vous est dit, alors c'est-à-dire qu'il nie d'un seul trait, il efface, si vous voulez, tout ce qui est profondément culturel, ce qui a fait la nature même de l'islam d'aujourd'hui. Donc, quelque part, effectivement, c'est-à-dire l'islam pur. Voilà, cette histoire, cette notion de pureté. Alors, le gouvernement français s'empare de la question, après les attentats de Paris. Comment faire, selon vous, pour que l'islam reste ce qu'il est, une religion ? Je sais que vous dites par exemple, à un moment donné, les musulmans ont été réduits à leur identité religieuse, mais à l'inverse, comment faire pour que l'islam reste une religion, au même titre que le christianisme, le bouddhisme, le judaïsme? Il faut qu'il apprenne à composer avec la sécularisation. C'est ça la vraie question. Par la sécularisation, parce que dans les pays musulmans, contrairement à ce qui est dit, il y a aussi de la sécularisation qui est en formation, on ne le dit pas assez, mais la sécularisation en pays occidental démocratique, c'est différent. C'est-à-dire qu'il reste, par exemple, en termes d'organisation, l'islam dans les pays majoritairement musulmans reste quand même entre les mains de l'État. Ça, c'est une tradition, c'est comme ça. Mais, si vous voulez, il faut que l'islam apprenne à se penser de manière autonome, par le dogme. Et justement, Bernard Godard, quand il y a eu la loi de la séparation en 1905, la République a refusé d'étendre la séparation aux cultes musulmans qui étaient dans la République, en l'occurrence en Algérie. Le fait qu'aujourd'hui, on voit nos ministres de l'Intérieur, nos chefs, nos gouvernants s'intéresser directement à l'islam. Vouloir, d'une certaine manière, insister, convoquer des représentants religieux pour leur demander de s'organiser. Est-ce que l'État, la République, ne risque pas, à force de se coltiner, de convoquer des religieux? Est-ce qu'on imagine un ministre de l'Intérieur convoquer la conférence épiscopale pour leur demander aux évêques de s'organiser? Est-ce que la République ne risque pas d'enfreindre justement la loi de la séparation en voulant organiser le culte musulman? Alors, il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites, parce que, disons que c'est à partir des années 80 qu'il y a eu une visibilité plus forte. Donc, effectivement, tout s'est un peu bousculé. Et là, il y a eu les premières initiatives de la part de l'État. C'était Pierre Joxe à l'époque, qui a créé le CORIF. Ensuite, il y a eu différentes initiatives, celle de Pierre Joxe, celle de Charles Pasqua, qui a voulu tout recentrer sur la mosquée de Paris. Et ensuite, il y a eu l'initiative de Jean-Pierre Chevènement, qui a débouché sur le Conseil français du culte musulman, réalisé par Nicolas Sarkozy. Et si vous voulez, là, jusque-là, moi j'en parle en tant que témoin, il y avait une demande très forte de la part de certaines autorités musulmanes, des musulmans eux-mêmes, certains musulmans, de dire, écoutez, quand même, on existe. Alors, bien sûr, la laïcité dit il n'y a pas, les religions ne sont l'article 2 de la loi de 1905, on ne reconnaît de subvention, etc. Mais bien sûr qu'on n'en méconnaît aucune. Donc, les autres religions ont quand même un statut. Ne serait-ce que, je vous donne un seul exemple, les écoles, la loi de 59, de Debré de 59, c'est des écoles confessionnelles. Donc, reconnaître qu'il y a des écoles confessionnelles qui sont subventionnées donc par le salaire, c'est une manière donc, du coup, l'État, pour le coup, il a des critères. Alors, c'est qui est une religion, c'est qui n'est pas une religion. Du coup, l'islam, quand même, vu la place, vu le nombre de musulmans croyants, je précise, et non pas les musulmans essentialisés, ceux qui ne sont pas croyants ne m'intéressent pas. Donc, ces musulmans croyants et pratiquants, il faut à un moment donné qu'ils aient... Alors, l'État parfois d'ailleurs dans des écoles catholiques, en tous les cas. Oui. Mais on aura l'occasion d'y revenir. 50% à Marseille, même. 50% à Marseille, dans des écoles catholiques. Merci à vous, Bernard Godard, sujet passionnant. La question musulmane en France, un état des lieux sans concession, c'est aux éditions Fayard. Merci à vous. Slimane Zeguidour, éditorialiste, participait à cet entretien. Place à la chronique culture de 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec